Fréquence protestante. Philippe Bilger. Philippe Bilger les soumet à la question. Léon Desfontaines, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter ? Bonjour, donc je m'appelle Léon Desfontaines, comme vous venez de le dire. Je suis l'actuel secrétaire général du mouvement Jeunes communistes de France. J'ai 27 ans et je suis également porte-parole de Fabien Roussel. Est-ce que vous avez été étonné par mon invitation ? Je dirais pas que j'ai été étonné. En fait, depuis que je suis secrétaire général, on m'invite sur des formats divers et variés. Mais en tout cas, c'est, je pense, une des premières fois où on m'invite en disant, l'objectif de ce temps, c'est de poser des questions, que vous allez jamais être coupé durant les questions. Et c'est un format, pour le coup, inédit pour moi. Et je m'adonne avec plaisir à cette nouvelle expérience. Vous êtes rentré au Parti communiste, je crois, à 17 ans. Est-ce que vous pourriez me parler de votre vie avant ? Alors moi je viens d'Amiens, tout d'abord, dans la Somme. J'ai grandi là-bas, j'ai vécu là-bas. Je viens d'une famille qui n'est pas communiste, qui n'est pas non plus engagée en politique. Je dirais de manière très caricaturale, et je m'en excuse s'ils m'écoutent, mais catholique de gauche, on va dire. Voilà, c'était l'éducation que j'ai pu avoir. Et eux-mêmes viennent d'une famille, pour le coup, d'agriculteurs, très rurale, et voilà. Et donc ils m'ont inculqué un certain nombre de valeurs durant mon enfance. Et des valeurs que j'ai retrouvées plus tard dans mon engagement politique. Mais si je me suis engagé auprès d'abord des jeunes communistes, puis ensuite du Parti communiste français, c'est parce que j'avais soif de justice. Je pense que la valeur justice, le principe de justice, était quelque chose qui m'a régulièrement animé, et la lutte surtout contre l'injustice plus généralement, quelque chose qui m'a animé et qui m'a toujours révolté en fait. Voilà, voir les injustices depuis que je suis jeune, de voir les différentes injustices qu'on peut subir, m'ont fait m'intéresser petit à petit en réalité aux idées de gauche et à la lutte contre l'injustice et même aux idées communistes. Et donc j'ai demandé à mes parents de m'acheter le manifeste du Parti communiste quand j'avais 17 ans. Puis après avec des amis on s'est mis à débattre, discuter politique et petit à petit à se poser la question de l'engagement. Et en fait à la première manifestation à laquelle on a participé, c'était pour la 6ème République à l'époque. On se dit avec une bande de potes, allez soyons fous, allons à une manif. On avait tous 17 ans. Et on se rend à cette manif. Et en fait, les seuls jeunes qu'on croise, c'est les jeunes communistes. Et on discute avec eux directement. Enfin, ils viennent nous voir. Et ils nous invitent à une réunion. Et en fait, là, c'est d'un seul coup... pour moi, ça a été un réel choc. D'un seul coup, de me retrouver avec des jeunes qui viennent d'horizons différents, d'univers différents que je n'aurais jamais rencontrés auparavant, par une autre manière. Et qui se mettent à discuter politique. Il y avait des étudiants, il y avait des lycéens, il y avait des jeunes qui étaient en recherche d'emploi, des jeunes travailleurs. Et d'un seul coup, on s'est mis à refaire le monde, à discuter politique. Et ça m'a tout de suite plu. Et je me suis dit, mais en fait, c'est dingue, c'est cet espace-là que je cherche depuis tout le temps. Un espace où les jeunes peuvent enfin être écoutée, où ta voix elle compte, et surtout où elle ne s'enferme pas juste dans un microcosme de groupe d'amis ou de famille, du carcan familial, mais qui va plus largement d'échanger avec des gens d'horizons et d'univers différents. Et c'est ça qui m'a plu au mouvement Jeunes communistes, puis au Parti communiste. Avant 17 ans, vous aviez une curiosité pour la politique ? Vous avez toujours baigné dedans avant 17 ans ou non ? Mes parents étaient engagés dans les associations de parents d'élèves. Donc, je sais pas si je pense que c'est les prémices peut-être de ce que peut être la politique. C'est la politique que j'aime. Moi, c'est celle qui parle du quotidien et de ce qu'on peut vivre au quotidien et des manières de l'améliorer. Donc, je m'en rappelle très bien des discussions qu'on pouvait avoir à table à l'époque sur le proviseur du lycée qui avait fait tel ou tel choix, du collège qui avait fait tel ou tel choix. Et je me rappelle qu'ils ont aussi toujours suivi. Ils nous ont
par ricochet, nous, c'est de leurs enfants, suivi les soirées électorales, par exemple. Je me rappelle très bien de l'élection présidentielle de 2012, de l'élan d'espoir qu'il pouvait y avoir avec l'élection de François Hollande, de la gauche qui arrive enfin au pouvoir. Je me rappelle avoir été content sans forcément savoir trop pourquoi à l'époque. Et oui, du coup, je me suis aussi intéressé, en fait, je dirais après 2012, après la campagne présidentielle de 2012, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus sérieusement aux idées avant les partis. Et j'ai commencé à lire des philosophes, Rousseau notamment, j'ai commencé à lire Marx, voilà, le manifeste du Parti communiste, voilà, en 2012, donc je vais avoir à cette époque-là 16 ans à peu près, 15-16 ans, et voilà, et en fait là j'ai commencé à, je dirais, me forger mes opinions politiques avant d'adhérer à quelconque parti politique. Dans votre jeune âge, la droite n'a jamais été une option dans votre famille. Alors, ça dépend ce qu'on entend dans la famille. Enfin, tout était ouvert, tout était toujours possible. Je suis issu d'une assez grande famille, des plus grandes familles de France, la famille des Fontaines, et du coup il y a une diversité d'opinions politiques, y compris à travers mes oncles. J'ai encore vu des oncles l'année dernière qui me disaient c'est marrant parce que génétiquement nous on est plutôt, à la base on était plutôt de droite, mais tu viens nous faire réinterroger nos principes. Et pour le coup là, moi, la famille, mes parents, etc. ont toujours été de gauche, et voilà. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, j'ai mis toutes les idées à plat. Pour tout vous dire, j'ai même eu une éducation religieuse, voilà, catholique. Et avant de m'intéresser à la politique, je me suis intéressé à la religion. Et en m'intéressant à la religion, en fait, j'ai été voir aussi ailleurs, en fait, ce qui se faisait au-delà du catholicisme. Je me suis intéressé à Calvin, par exemple, vu qu'on est sur fréquence protestante. Je me suis intéressé à tout un tas de religions, et avant d'en faire une autocritique en me disant que pour moi c'était pas, en tout cas ça ne faisait aucune résonance dans ce que je pouvais penser et porter, et donc je me suis détourné de la religion et après je me suis intéressé à la politique. Mais je dirais que c'est ce cheminement là qui m'a amené aussi à la réflexion politique plus large. Est-ce qu'à votre avis, Léon Desfontaines, pour être communiste, il faut presque obligatoirement avoir de la culture politique, et je dirais même de la culture littéraire? J'ai l'impression que c'est important pour vous. Alors c'est important, mais je dirais pas que c'est un préalable en fait à l'engagement politique, à l'engagement communiste. Par contre, quand on adhère dans un mouvement communiste, que ça soit le Parti communiste, les jeunes communistes, on arrive très vite à la théorie, on arrive très vite au débat politique, on arrive très vite à la formation politique, on arrive très vite même à avoir voilà, quelques livres à lire et à vouloir lire davantage, parce que en effet finalement ça interroge aujourd'hui. Le mot communisme, ça interroge, et c'est une idéologie qui a presque 200 ans maintenant, et qui interroge très fortement. Mais je dirais pas que c'est un préalable, étant donné que en fait beaucoup viennent au Parti communiste et aux jeunes communistes parce que on est aussi aujourd'hui une force qui est organisée partout sur le territoire et qui est capable justement de montrer que la politique c'est pas forcément quelque chose qui peut paraître déconnecté de nos réalités, mais qui au contraire est capable de partir des injustices qu'on peut subir au quotidien, d'y mettre des mots, d'y mettre des propositions, et de leur montrer que si on est dans cette situation-là, si on subit ces injustices-là, c'est qu'on est face à une société capitaliste à bout de souffle, qui est en prise au milieu de ses contradictions, et que nous devons en sortir le plus rapidement possible. Et donc très vite, nous arrivons sur la théorie politique. Mais c'est pour ça que je dirais que c'est pas un préalable, c'est que beaucoup adhèrent au départ. Voilà, moi je suis secrétaire général des jeunes communistes. Beaucoup de jeunes adhèrent parce que les jeunes communistes ont fait une campagne contre la sélection à l'entrée de l'université, parce qu'ils ont fait une campagne pour la gratuité des transports en commun ou pour le développement du transport en commun. Et donc beaucoup commencent à s'intéresser à cette organisation qui est présente sur le territoire, qui est souvent la seule organisation politique de jeunesse présente sur le territoire. Et ils commencent à s'y intéresser sur une campagne très concrète, sur une bataille très concrète. Et puis ils assistent aux réunions, et d'un seul coup on voit que leur situation personnelle finalement elle peut être partagée par d'autres, ou en tout cas des expériences, on peut partager des expériences communes, et puis commencer à y mettre des mots, des idées et des débats. Et donc en fait je pense que ça y arrive très vite. Et moi ce que j'aime à dire, c'est que on adhère rarement en étant communiste, par contre on le devient à travers le mouvement Jeunes communistes de France.
Est-ce que l'origine amiénoise a de l'importance pour vous? Pour moi, elle est existentielle. C'est mes racines. C'est là où, c'est cette ville, c'est ce territoire qui m'a forgé politiquement, mais même, je dirais, en tant qu'individu. La Somme, Amiens, c'est un territoire qui est très atypique, qui a été marqué par par la révolution industrielle. C'était une ville industrielle, ouvrière. Et moi, il y a une lutte qui m'a marqué quand j'étais jeune. C'est la lutte contre la fermeture de l'usine Goodyear à Amiens, qui était une des plus grosses usines de la zone industrielle amiénoise, qui embauchait plus de 1000 ouvriers et qui a fermé. Et la séquence a duré, je sais plus, je dirais environ de 2006-2007 jusqu'à finalement 2016-2017. Ça a duré quasiment 10 ans. Et finalement, c'est les 10 années où j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Et cette lutte, finalement, a toujours été, à un moment ou à un autre, en fait, elle revenait très régulièrement dans ma vie. Et moi, c'est simple, cette usine, je la connais très bien, étant donné que j'ai rencontré j'ai connu des ouvriers qui y travaillaient. Et quand j'étais petit, en fait, mon grand-père et ma grand-mère avaient une ferme qui était juste accolée à la zone industrielle d'Amiens Nord. Et moi, j'habitais de l'autre côté, côté Amiens, dans la ville, dans le quartier Saint-Maurice pour être plus précis. Et on était obligé de traverser cette zone industrielle. Et on passait devant l'usine Goodyear systématiquement. Et moi, j'ai des souvenirs mémorables quand j'étais gamin de voir ces ouvriers sortir de l'usine et de voir ces luttes aussi syndicales, ces zones industrielles bloquées, etc. Et finalement, cette fierté ouvrière, cette fierté de celles et ceux qui ont leur dignité de travail, qui n'ont que leur dignité de travail et qui se voient d'un seul coup dépossédés en fait de ce qui faisait leur fierté, de ce qui faisait qui se levaient tous les matins. Et j'ai vu les conséquences dévastatrices que ça pouvait avoir sur eux, parce que comme je vous l'ai dit, par la suite j'ai rencontré et connu des ouvriers qui travaillaient à Goodyear et comment en fait cette fermeture d'usine a eu un effet dévastateur sur leur vie, sur la vie de leurs proches et plus globalement sur l'ensemble de la ville. Et finalement aujourd'hui, quand j'aime à repasser, à me balader, retraverser cette zone industrielle, et je vois les mutations qu'elle a connues depuis que je suis enfant, qu'on voit toutes ces usines qui ont disparu et qui ont fait place soit à des terrains vagues, soit à des entrepôts. Et là je me dis mais il y a quelque chose qui va pas dans notre pays, et on a besoin de retrouver notre outil industriel, on a besoin de retrouver les valeurs de travail, un travail émancipateur qui permette de vivre dignement. Mais toutes ces valeurs là, on en a besoin dans notre pays, on en a besoin dans notre société. Et donc oui, je dirais que c'est pas anodin mon engagement politique quand on regarde d'où je viens. Et clairement, oui, Amiens fait partie intégrante de mon histoire, de mon passé, de mon présent et de mon futur. Votre enfance et votre jeunesse ont été heureuses ou pas? Ah oui, très heureuse. J'ai des souvenirs mémorables. Je dirais donc, votre adhésion au Parti communiste n'est pas inspiré par une sorte de ressentiment social. Ah non, en aucun cas. Alors, j'ai connu, mes parents ont connu différentes étapes dans leur vie. Quand j'étais gamin, mon père donc était fleuriste. Quand je suis né, je suis un père fleuriste, et une mère qui est psychologue. Et quand au tout début, il roulait pas sur l'or. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'avait pas forcément notre chambre tous les enfants. On vivait au-dessus du magasin de mon père. On roulait pas sur l'or. On partait pas. Quand on partait en vacances, on partait chez les grands-parents et ça s'arrêtait là. Pour autant, je dirais pas que c'était malheureux. Au contraire. Enfin, moi, j'ai des souvenirs mémorables de ces vacances chez mes grands-parents, de ces vacances dans ma famille. On était toujours avec les cousins tous les étés, etc. Et ça, c'est des souvenirs qui sont mémorables. Et puis voilà. Et après, mon père et en fait, il a dû à un moment, parce que finalement le magasin ne fonctionnait pas assez, se faire une reconversion professionnelle. Et donc, j'ai aussi connu être en capacité de faire face à l'adversité lorsqu'elle se présentait. C'est quand ma petite sœur est née, du coup, il a changé de boulot à ce moment-là. Il a un peu mieux gagné sa vie, mais on a déménagé aussi à ce moment-là, et on a justement emménagé dans un quartier plus populaire, je dirais, mais qui avait une identité populaire de dingue. Et c'est l'ancien quartier ouvrier d'Amiens, et il y a les jardins ouvriers au bout de la rue, et moi c'est ce quartier-là aussi qui m'a façonné, c'est cette identité populaire très forte. Et quand je fais encore aujourd'hui du porte-à-porte dans ce quartier-là, je suis toujours impressionné de voir cette richesse
oubliée d'un côté, et de l'autre même cette richesse qui est complètement broyée par un système. C'est des gens qui finalement demandent de travailler, des gens qui veulent être reconnus, des gens qui voilà, et qui se retrouvent face à un rouleau compresseur qui est la société libérale, qui sont l'ensemble des réformes libérales qui en fait les forcent à enchaîner des petits boulots qui n'ont pas de sens les uns avec les autres, et finalement qui peu à peu les éloignent tout simplement de la société. Donc vous croyez, Léon Desfontaines, à la lutte des classes? Pour vous, ça a du sens encore aujourd'hui? Pour moi, ça a encore plus de sens aujourd'hui. Les injustices sociales dont sont victimes aujourd'hui la grande majorité de la population sont omniprésentes. Et je dirais, finalement, cette réforme des retraites, le contexte de cette réforme des retraites remet d'actualité encore plus cette lutte des classes. Parce que finalement, si on récapitule ce qui est en train de se passer, c'est que d'un côté, nous avons celles et ceux qui vivent de la dignité de leur travail, qui aujourd'hui ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir être reconnus, qu'on reconnaisse leur travail, qu'on reconnaisse l'effort qu'ils ont fourni à l'effort de la société, à la nation, à la production de richesses, et qui demandent simplement de pouvoir profiter d'un droit au repos. Et de l'autre, nous avons finalement des gens qui demandent en fait à celles et ceux qui n'ont que la dignité de travail, leur dignité de travail, de produire, de production, d'en faire toujours plus. Et je pense que ça, c'est symptomatique, c'est au cœur de la lutte des classes aujourd'hui dans notre pays. Et plus globalement, ce qu'on observe, c'est que voilà, les salaires n'augmentent pas aussi vite que l'inflation, mais pour autant, les grandes richesses, les grandes fortunes françaises, elles voient leur patrimoine, la valeur de leur patrimoine multipliée par 2, voire plus des fois en une année. Et ça, je pense que oui, c'est une question qui est brûlante d'actualité, y compris. C'est pas que se dire qu'on reprend le vocable marxiste et on l'applique. C'est pas que ça. C'est aujourd'hui dans les rencontres qu'on fait au quotidien avec des travailleurs, y compris avec des jeunes, c'est des choses qui reviennent très vite dans leur bouche. En fait, ils disent mais moi je comprends pas. On me demande de trimer. Je peine à joindre les deux bouts alors que j'ai un bac plus 5, que je suis enseignant et finalement je suis payé moins de 2000 € par mois, etc. Et de l'autre côté, je vois des gens qui ne payent Google, qui payent 0 € d'impôts. Je vois Bernard Arnault qui est parti s'installer en Belgique et qui voit son patrimoine doublé. La question de la justice sociale est une question qui est au bout des lèvres de la grande écrasante majorité de la population, et encore plus de la part de la jeunesse. Vous voyez, Léon Desfontaines, je vais vous faire un aveu. Lorsque j'ai créé ces entretiens, j'ai voulu les constituer très pluralistes, et j'essayais d'éviter autant que possible les sujets politiques parce que je voulais demeurer dans une sorte d'écoute curieuse et bienveillante. Et pourtant, je ne concevrais pas, face à vous, de ne pas parler presque exclusivement de politique. Est-ce que ça n'est pas un problème? Est-ce que vous avez une autre vie que la vie politique? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on est engagé en politique, ça prend une bonne partie de notre vie. Ça, c'est indéniable. Mais bien sûr que j'ai une autre vie que la politique. Ma vie, ce n'est pas que la politique. Même si la politique, elle s'occupe de tous les aspects de notre vie. Ça, c'est sûr. Pas que parce qu'on est engagé politiquement, mais parce que l'inflation, les salaires, etc., sont des choses que nous vivons quotidiennement et qui ont, bien évidemment, sont le résultat de décisions politiques au préalable. Et voilà. Maintenant, voilà, j'aime aussi faire d'autres choses. J'ai une compagne qui n'est pas engagée politiquement, j'ai des amis qui ne sont pas engagés politiquement. J'aime aussi voilà, pouvoir profiter de temps off, de pouvoir voir mes amis, de pouvoir aller boire un verre, profiter de la vie, prendre un barbecue, voilà, toutes ces choses, tous ces petits bonheurs de la vie qui sont pour moi sont indispensables et permettent de donner tout simplement un équilibre. Et je pense que c'est d'autant plus important quand on voit ce que c'est que la politique, d'avoir cet équilibre en parallèle. Et je pense que très clairement, si je n'avais pas tous ces à côté, je ne serais pas engagé politiquement, parce que j'ai besoin de ces à côté. En fait. Pour forcer un peu le trait, donc, le plaisir, l'aspiration au bonheur, la détente, parfois, ne sont pas seulement des idées capitalistes. Non, au contraire. Les jours heureux. C'était le programme du Conseil national de la résistance, et les nouveaux jours heureux, celui de Fabien Roussel. Au contraire, nous, ce qu'on dit, c'est que
c'est assez symptomatique votre question de peut-être l'image qu'a pu laisser transparaître la gauche sur ces dernières années et celle qu'on souhaite justement nous faire ressurgir, cette gauche qui parle justement de bonheur, qui parle de droit au bonheur, qui dit que la vie peut être belle, qu'elle peut être libre, elle peut être belle à condition qu'elle soit libre et qu'elle nous permette de vivre librement. Et donc pour ça il faut pouvoir vivre de son travail, de pouvoir, mais pas vivre pour son travail non plus que pour son travail, de pouvoir aussi avoir des à côté, de pouvoir justement profiter de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses proches, de ses amis, de pouvoir partir en vacances. C'est tous ces petits plaisirs de la vie, qui se font de plus en plus rares dans un contexte justement où tout augmente, les prix augmentent. Et bien nous, ce qu'on dit à gauche, et avec Fabien Roussel, et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint avec enthousiaste cette campagne présidentielle, c'est de se dire mais aujourd'hui on a besoin à gauche de porter l'espoir que la vie peut encore être quelque chose, des moments de joie, des moments de bonheur, et donc que les jours heureux sont devant nous. Et donc voilà, le Parti communiste, c'est le parti des congés payés, c'est le parti des vacances, c'est le parti du travail qui paye, et donc on reprend avec fierté cet héritage et on le réactualise avec la société et le contexte actuel. Est-ce qu'il peut vous arriver, Léon Desfontaines, vous qui à l'évidence êtes intelligent, de parler et de penser totalement librement? J'ai l'impression que vous déroulez, dans vos réponses toujours très aimables, structurées, quelque chose qui n'émane pas forcément de vous, comme si en réalité vous récitiez, et ça n'est pas du tout méprisant dans mon esprit, une leçon communiste. Est-ce que ça n'est pas le risque ? C'est un risque quand on fait de la politique, mais pour le coup, je vais parler de mon engagement. En fait, si je me suis engagé chez les jeunes communistes, et je pense que c'est un peu parce qu'en fait, le mouvement Jeunes communistes de France, peu de gens le savent, mais en fait, il y a un caractère très ovnistique. C'est un ovni politique, les jeunes communistes. C'est qu'aujourd'hui, c'est la seule organisation de jeunesse politique qui est officiellement indépendante de quelconque parti. Alors, bien évidemment, nous sommes très en lien étroit avec le Parti communiste. Il ne s'agit pas de le nier. Pour autant, les décisions politiques qui sont prises par les jeunes communistes, les choix de nos directions, sont l'œuvre que des adhérents des jeunes communistes. Moi, je ne tire pas mon mandat du Parti communiste. C'est pas Fabien Roussel qui me dit tu dois dire ça, etc. Ou je ne sais pas qui dans le parti. En fait, c'est le fruit des débats que nous avons en interne. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que je viens pas d'une famille communiste. Et je peux vous dire, quand je suis engagé chez les jeunes communistes, la première chose que mes parents m'ont dit, ils m'ont dit c'est très bien l'engagement politique, vas-y à fond, mais attention quand même les communistes. Et en fait, moi, ce discours-là est rentré en contradiction en fait avec ce que j'ai vécu parce que finalement, c'est le seul espace qui m'a été donné, moi, où justement je pouvais m'exprimer librement en tant que jeune. C'est le seul espace qui m'a été donné quand j'étais jeune, où en fait on a pu débattre, échanger politique, où mes opinions ont compté, ont été débattues, des fois ont été contredites, des fois sont venues l'avis majoritaire, des fois même ont remis en question ce que je pensais. Et finalement, la seule liberté et l'opinion libre, je l'ai retrouvée justement dans ce mouvement Jeunes communistes de France. Puis peu de temps après, je l'ai trouvé aussi au Parti communiste, qui est finalement le seul espace qui nous est donné, moi je pense aujourd'hui, y compris on le voit à gauche, mais le seul espace qui nous est donné en fait où notre voix peut réellement compter et où finalement le choix de nos directions, le choix des orientations politiques, des stratégies politiques, des stratégies à telle et telle campagne sont l'œuvre de débats au préalable. Et j'ai jamais vu autant de débats que ce qu'il pouvait y avoir dans le mouvement communiste, que ce soit chez les jeunes communistes ou dans le Parti communiste. J'ai jamais vu autant de gens débattre. Enfin voilà, on a plusieurs dizaines de milliers de communistes qui débattent de manière tous les mois dans les sections, dans les cellules, dans les fédérations et dans la direction nationale du Parti communiste qui débattent sans cesse. Donc finalement, déjà c'est un espace qui nous est donné pour pouvoir nous exprimer librement. Maintenant, pour revenir à votre question sur là, est-ce que je ne ressors que des éléments de langage ou pas ? Bon, il y a aussi quelque chose là qui s'est passé avec la campagne de Fabien Roussel lorsqu'il m'a proposé de devenir un de ses porte-parole. Je m'y attendais pas du tout. J'avais à l'époque du coup 26-25 ans quand il me l'a proposé. Voilà, moi, miennois, 25 ans, secrétaire général des jeunes communistes depuis un peu plus de 2 ans, on me propose d'un seul coup d'être porte-parole d'une campagne présidentielle. Alors même que le Parti communiste n'a pas participé à des campagnes présidentielles depuis longtemps. Wow. Je dis, c'est quand même une grosse responsabilité. Et Fabien Roussel a eu ces mots, il me dit, mais moi je fais tapis.
Il dit pendant trop longtemps, on a demandé aux jeunes de faire leurs preuves, etc. Et il dit mais moi je crois en cette jeunesse. J'ai un formidable espoir dans cette jeunesse, dans cette nouvelle génération qui arrive, et j'ai envie de lui donner voix au chapitre. Et il dit si je veux que tu sois porte-parole, c'est pas pour juste représenter ma figure et porter ma voix, c'est aussi pour porter la voix de cette nouvelle génération, de ces jeunes. Et il a dit pour moi c'est essentiel que cette campagne-là, ces jeunes puissent être représentés. Et donc, finalement, j'ai pu m'exprimer librement. Et d'ailleurs, on m'a invité dans de nombreux plateaux télévisés, radio, etc. Là, on s'est rencontrés. Et finalement, je me suis toujours exprimé librement. Et ça a toujours été en adéquation avec Fabien Roussel. Et j'irai un peu plus loin, c'est que sur certaines choses, même Fabien Roussel a pu changer d'avis suite à des échanges que nous avons eus et des débats que nous avons eus. Vous avez à plusieurs reprises évoqué la jeunesse comme si elle était homogène. Et est-ce qu'il n'y a pas, dans d'autres partis, aussi des mouvements de jeunesse politiques? Ils ne vous ont jamais tenté. Pour vous, il était évident qu'il fallait être aux jeunesses communistes. Pour quelles raisons? Quelles sont les différences qui n'ont jamais mis en cause votre choix initial? La différence, c'est que je pense que je viens pas d'une famille en fait qui était engagée politiquement déjà. Ça se fait beaucoup, les filiations politiques, hein, on le voit partout, on le voit depuis des décennies, les enfants d'eux, etc., qui sont des générations d'héritiers dans tel ou tel parti, ça se voit à de multiples reprises. Moi, pour le coup, c'était pas du tout le cas, je viens pas d'une famille de politique, donc déjà, il n'y avait pas d'étiquette plus ou moins prédestinée, peut-être la gauche, certains diront quand même, j'avais quand même des idées de gauche, des valeurs de gauche qui m'étaient portées, mais il n'y avait aucune étiquette qui était affiliée, et pour le coup, j'aurais pu m'engager au départ. J'avais pas de préalable à dire non, mais si je m'engage quelque part, c'est chez les jeunes communistes. C'est plutôt la question s'est posée de manière inverse. C'est que en fait, c'est les jeunes communistes qui m'ont posé la question de l'engagement. Et en fait, c'est les seuls à m'avoir posé les questions de l'engagement. Et comment ça se fait que c'est les seuls qui m'ont posé la question de l'engagement? C'est parce que c'était les seuls qui étaient présents sur le territoire. C'est les seuls qui ont été me voir en disant bah écoute, viens voir une réunion, ça t'oblige à rien. Viens voir une réunion et puis après tu verras si tu feras tes décisions. Tu prendras la décision si tu souhaites t'engager ou pas. À la suite de cette réunion, j'ai pris ma carte directement sans qu'on me la demande, avec ce même groupe d'amis d'ailleurs avec qui on était venus dans cette première manifestation. On a tous adhéré. Aucun d'entre nous venait d'une famille de communistes. Et en fait, tout simplement, parce qu'on a trouvé cet espace. Et en fait, pour tout vous dire, et pour toute honnêteté, après mon engagement à la JC, j'ai quand même, je me suis intéressé quand même aux autres organisations politiques et de jeunesse. Et finalement, cet espace, je ne l'ai retrouvé nulle part ailleurs. Et dans beaucoup d'endroits, et ce que je disais sur le caractère ovnistique de la JC, des jeunes communistes, c'est que en fait, dans beaucoup d'endroits, les organisations de jeunesse ne sont finalement que des petits bras du parti politique, et finalement ne sont que là pour transposer les idées du parti politique. Eh bien, chez les jeunes communistes, ça a jamais été ça. C'est aussi le fruit de notre histoire, hein. Les jeunes communistes sont créés avant le Parti communiste français, quelques mois avant. 2 mois avant, pour être précis. Et du coup, c'est ce caractère-là qui a fait qu'en fait, on a eu une indépendance politique et d'organisation qui fait la force des jeunes communistes. Et donc finalement, même si j'ai été voir un peu ce qui pouvait se passer dans les autres organisations, je suis toujours revenu chez les jeunes communistes et au Parti communiste parce qu'en fait, c'est le seul espace qui nous est donné, je pense, clairement, quand on est jeune, pour pouvoir échanger, discuter politique, prendre des décisions, sans qu'on ait des vieux briscards de la politique qui viennent nous dire quoi faire. Léon Desfontaines, forcément, dans ma quotidienneté, à titre familial, amical, social, médiatique, je rencontre un certain nombre de jeunes gens et vous me pardonnerez, j'ai l'impression que votre être, votre personnalité sont très largement étrangers, à la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai tort ou est-ce que je sous-estime la conscience politique de certains jeunes qui ne paraissent pas obsédés par ce qui vous préoccupe? Ouais, c'est une vaste question, puis c'est des débats qui nous animent
quasi quotidiennement dans, je pense, l'ensemble des organisations de jeunesse, bien sûr chez les jeunes communistes, mais je pense dans l'ensemble des organisations de jeunesse, sur cette crise ou pas de l'engagement politique. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de résignation chez beaucoup de jeunes. Je pense que c'est l'un des premiers mots qui revient, c'est la résignation. En fait, on a une génération qui, depuis le plus jeune âge, on nous dit que les choses sont inéluctables, que les choses ne peuvent pas changer, que les belles années sont derrière nous, qu'il va falloir trimer un peu plus, travailler un peu plus, qu'on n'aura pas de retraite, qu'on aura du chômage. Enfin, la question du chômage, c'est une question qui m'a habité toute mon enfance. Hein. Enfin, je veux dire, et je pense que je ne suis pas le seul. Du coup, petit à petit, finalement, il y a une forme de résignation. Bon, la société est ce qu'elle est, et donc on va agir à notre petite échelle, à une échelle soit très ponctuelle sur un sujet précis, l'écologie par exemple, ou alors à notre petite échelle dans un engagement associatif, dans un engagement sportif, pour essayer de changer tant bien que mal, améliorer tant bien que mal notre quotidien et celui de nos proches. Ça, je pense que c'est la réalité d'une partie non négligeable de la jeunesse. Mais celle, du coup, de passer le pas à dire que finalement, on va s'engager politiquement pour avoir un rapport de force nous permettant de dire que non, ces choses ne sont pas inéluctables et que justement, on peut combattre la résignation et relever la tête. Ça, c'est une question qui se pose pas du tout, enfin très peu, je veux dire, chez beaucoup de jeunes. D'autant plus qu'on a eu beaucoup de combats qui ont été menés par la jeunesse, qui se sont soldés par la répression et par une défaite. Enfin, je pense notamment à la sélection à l'entrée à l'université, par exemple, Parcoursup, en 2018, où on a connu des vagues de mobilisation des lycéens, comme moi je n'en avais jamais connu, et qui finalement ont été réprimés. Et en fait, ça a aussi instaurer un climat de résignation chez beaucoup de jeunes. En fait, beaucoup de jeunes se sont dit mais on s'est mobilisé, voilà, il y avait plus de 200 à 300 000 lycéens dans les rues. Enfin, je veux dire, moi j'avais jamais vu ça. Contre Parcoursup, et on a tous les images en tête de Mantes-la-Jolie avec les lycéens qui avaient été mis à genoux, les mains derrière la tête, les coups de matraque, les gaz lacrymogènes à l'encontre des lycéens, et qui a du coup démobilisé les lycéens. Et à ce moment-là, il y a une forme de résignation qui s'est installée, qui était terrible quand alors que des jeunes faisaient leur premier pas dans ce que pourrait être un engagement politique, en fait, on leur a dit que leur voix ne comptait pas et qu'elle ne devait pas compter. Et donc nous, en tant qu'organisation politique de jeunesse, on lutte contre cette résignation. Et ce que j'observe depuis peu, et ce qui me donne espoir, parce qu'on pourrait avoir un discours très défaitiste quand je dis ça, quand je peins ce tableau, mais ce qui me donne espoir, c'est que notamment depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, on voit une jeunesse aussi qui se dit, qui relève la tête, voilà, très clairement, qui se pose la question de l'engagement, en fait, qui voit une mobilisation exceptionnelle dans notre pays, qui est inédite depuis le début du siècle, et de voir que potentiellement les choses peuvent changer à condition qu'on s'engage. Et en fait, ce que je vois, c'est que certes, des jeunes descendent dans la rue, ils se mobilisent, mais beaucoup se posent même la question de l'engagement, en fait, plus globalement. C'est finalement, nous, le cap qui nous est fixé par Emmanuel Macron ne nous convient pas. Et pour ça, on a conscience qu'il va falloir passer par l'engagement, et l'engagement politique notamment. Et on enregistre de nombreuses adhésions chez les jeunes communistes. Et voilà, et moi, ça, c'est quelque chose dont je suis très fier, c'est que on a explosé notre nombre d'adhésions, je pense, depuis bien longtemps, alors qu'on avait une forme de déclin, on va dire, du mouvement Jeunes communistes de France sur les 15 dernières années. En fait, depuis, je dirais, 2 ans, et encore plus depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, on voit un réel pic d'adhésion, un réel boom, des gens qui remettent en cause la société dans laquelle ils vivent et qui ont conscience que pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir mettre plus de justice sociale, c'est le rapport de force qui va compter, et ça passe par l'engagement politique, et on enregistre plusieurs milliers d'adhésions depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, et ça donne un formidable élan d'espoir pour changer les choses. Pourtant, Léon Desfontaines... le repli sur soi, sur sa famille, ses proches, les êtres qui vous sont chers, son destin professionnel quotidien n'est pas honteux. Pardon, je vais poser un peu brutalement une interrogation. Quand je vois ces jeunes dont vous vantez la curiosité et l'engagement, j'ai parfois tendance, est-ce que c'est probablement une suspicion liée à ma génération, en me disant, mais qu'est-ce qu'ils savent ? Quelle est leur expérience ? Au nom de quoi viennent-ils donner des leçons politiques ? Que savent-ils de l'existence ? Ils n'ont même pas l'ombre d'une culture historique et d'une culture tout court. Est-ce que vous comprenez parfois cette indignation que je peux éprouver devant l'émergence, comme vous le dites,
de la jeunesse, comme si en elle-même, elle était porteuse de sens et de progrès? Moi, c'est une de mes grandes luttes, c'est de ne pas opposer les générations entre elles. Et ça va dans un sens comme de l'autre, je veux dire. Enfin, voilà. Y compris, des fois, certains jeunes politiques, hein, parce que je pense que c'est pas majoritaire dans la jeunesse, loin de là, mais certains jeunes qui sont engagés politiquement ont tendance à dire merci les vieux, vous avez vu le monde que vous nous laissez. Je pense que c'est un profond problème et c'est une mauvaise lecture de la société. En fait, je veux dire, nos ancêtres ceux qui sont aujourd'hui un peu plus âgés se sont battus de tout temps en réalité, se sont engagés. Et en fait, voilà, la société dans laquelle on est, certains ne la voulaient pas, beaucoup ne la voulaient pas. Le réchauffement climatique, beaucoup se sont engagés, beaucoup l'ont dénoncé, etc. Et plus globalement, moi, c'est pas du coup cette opposition. Enfin voilà, cette opposition, je pense d'ailleurs artificielle entre les générations n'a pas lieu d'être. Et la question que j'aime à me poser, moi, c'est plutôt comment on fait tous ensemble et comment on avance tous ensemble. Et non pas écoute, toi t'as rien connu de la vie, t'as à peine 20 ans, donc ta voix elle ne compte pas. Ou merci, vous avez fait vos années, maintenant ce serait bien de laisser place à la jeunesse. Je pense que c'est pas comme ça qu'on a à résoudre l'ensemble des défis colossaux, économiques, environnementaux, sociaux que nous avons devant nous. Mais ça sera bien toutes et tous ensemble. Et du coup, c'est comment on arrive à créer des cadres où on peut se discuter, on peut échanger, et surtout sur la manière dont on s'organise pour améliorer la société. Et je pense que pour le coup, les anciennes générations ont des choses à nous apprendre sur la société telle qu'elle a été évoluée, et les nouvelles ont également des choses à apprendre à nos anciennes, sur notamment cette aspiration au changement. Et quand je vois notamment, c'est même un peu caricatural, mais au Parti communiste, lorsqu'ils voient des jeunes, ils sont toujours là, oh, trop bien, des jeunes, et ils veulent nous mettre justement, nous donner de la place parce que, et c'est tout à leur honneur, mais parce que justement, il y a cet espoir qui est porté dans la jeunesse, qui est intrinsèque à la jeunesse, parce que l'espoir, c'est l'avenir, tout simplement. Maintenant, quel avenir, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est l'avenir. Et donc, beaucoup ont tendance à nous pousser, et nous, on a tendance aussi à leur dire, mais merci pour cette place. Enfin, je pense qu'elle est nécessaire de nous laisser cette place, mais elle est nécessaire aussi d'avoir ces discussions sur les luttes que vous avez pu mener, et sur vous, comment vous voyez la société telle qu'elle a évolué ces dernières années, et comment tous ensemble, nous avec notre espoir, vous avec votre analyse, on est capable de changer les choses. Est-ce que l'influence déterminante de la personnalité de Fabien Roussel, qu'on adhère ou non au Parti communiste, n'est pas la démonstration la plus éclatante de l'erreur communiste qui pense que seules les idées comptent? Oui, je pense que c'est une erreur d'analyse de penser que seules les idées comptent. Je pense que le Parti communiste, on a été un des partis les plus virulents contre la Ve République lors de son instauration. Et on a eu du mal à comprendre les dynamiques qui étaient à l'œuvre depuis son instauration. Et finalement, d'ailleurs, le Parti communiste ne s'est pas présenté à toutes les élections présidentielles, alors même que c'est l'élection finalement reine dans cette Ve République. Et si on ne participe pas à cette élection, finalement, on participe à un effacement du parti et des idées derrière, bien évidemment, et c'est ça qui est le plus important. Et finalement, on a besoin, dans ce système, on le critique, on le critique toujours, dans ce système d'hyper-présidentialisation, d'hyper-personnification finalement, de la politique, qui est pas du tout dans notre ADN de communistes. On a conscience que, par contre, si on n'y participe pas, en fait, ça signifie aussi un déclin de nos idées, non pas parce qu'elles ne seraient plus d'actualité, mais plus parce que elles ne seraient plus sur le devant de la scène médiatico-politique, et qu'on a besoin de les mettre sur le devant de la scène pour pouvoir en parler, pour pouvoir en débattre. Et ça a été de longs débats, le fruit de longues discussions, de longues critiques en interne, mais le fruit est que du coup nous avons décidé, à travers la candidature de Fabien Roussel, de présenter un candidat à l'élection présidentielle, qui a permis de remettre sur le devant de la scène finalement les idées communistes qui n'étaient plus présentes, et surtout de remettre sur la scène une gauche qui est porteuse d'espoir. Et je pense que c'est ça notre horizon. Nous, c'est la gauche enthousiaste qui est capable de parler de droit au bonheur et pas de dire attention, on court à la catastrophe,
catastrophe, on ne peut plus rien changer, maintenant il faut surtout faire le moins possible, etc. Et remettre en cause nos conditions de vie. Nous, ce qu'on dit, c'est que on peut avoir une vie belle et heureuse tout en répondant à l'ensemble des défis colossaux qui sont devant nous. Et ça, c'est l'espoir qu'incarne, je pense, aujourd'hui le Parti communiste, Fabien Roussel, et c'est ce que doit incarner plus largement la gauche de demain. Et donc oui, on doit passer par entre guillemets cette incarnation, je dirais, des idées, et c'est toute la contradiction de ce système à bout de souffle qu'est la Ve République, de régime semi-présidentiel ou hyper-présidentiel comme on aimerait le qualifier, qui finalement oblige à ce qu'il y ait une incarnation pour que les idées soient portées. Et je trouve que pour le coup, Fabien Roussel le fait merveilleusement bien et a permis justement que derrière la personne, on ait des débats de fond sur tout un tas de sujets qui n'étaient plus débattus, plus globalement en politique, mais y compris à gauche. Léon Desfontaines, cela fait quelque temps que je retiens une question tout de même centrale. Et vous ne me pardonnerez pas de la poser parce qu'elle est nécessaire. Comment peut-on être jeune communiste, aujourd'hui et depuis l'âge de 17 ans, au regard du terrible passé international du communisme? Comment peut-on vivre avec une telle histoire et s'être engagé tout de même dans cette voie? J'ajoute, si vous me le permettez, que Fabien Roussel lui-même, dont l'empathie est évidente et qui plaît beaucoup, a été bizarrement, sur Staline, par exemple, d'une étrange ambiguïté. Comment expliquez-vous et à la fois votre choix au regard de cette histoire et l'hésitation même de Fabien Roussel? C'est marrant parce que c'est pas une question que je me suis posée en fait quand j'ai adhéré à la JC et chez les jeunes communistes, et c'est une question qu'on me pose systématiquement. Systématiquement, comment on peut être jeune et communiste au bout de son histoire, etc. Moi, ce que je dis souvent, je dis on a pardonné aux Américains la guerre du Vietnam. On a pardonné aux socialistes qui a participé activement à la guerre d'Algérie, aux tortures qui ont lié. On a pardonné aux socialistes l'invasion, la guerre d'Algérie et la colonisation. On a pardonné aux Allemands les pires crimes qui ont été commis pendant la Seconde Guerre mondiale. On a pardonné, Et sur des exemples, je pourrais en citer encore des dizaines. Et moi, du haut de mes 27 ans, on vient toujours me rappeler cette histoire que je n'ai pas connue. On vient toujours me rappeler les atrocités d'un mouvement communiste. Et je dis, mais non, je suis pas un salaud. Je suis pas un salaud. J'ai adhéré chez les jeunes communistes et je milite chez les jeunes communistes, conscience de cette histoire, mais surtout en disant que c'était une erreur historique et que nous, c'est pas du tout les idéaux que nous défendons. Les idéaux que nous défendons, c'est ceux du Parti communiste français, du parti qui a été capable de participer au Front populaire, de défendre les congés payés, de défendre un travail émancipateur, d'être avec d'autres, celui qui a construit le programme du Conseil national de la résistance, qui a participé activement à la lutte contre la collaboration et pour la libération de la France, à ceux qui ont participé à ces victoires, à notre système de sécurité sociale, à nos retraites, etc. C'est cet héritage-là, moi, que je porte aujourd'hui, et c'est ces idées-là que je continue, et ces idéaux-là que je continue à porter haut et fier. Et c'est ça aujourd'hui, je pense, le sens de mon engagement. Mon engagement, c'est pas une quelconque nostalgie d'une période qui plus est qui me répugne. C'est au contraire celle de se dire que on a besoin aujourd'hui de retrouver un discours qui est capable de parler de justice sociale, qui est capable de parler de travail émancipateur, qui permet de nous vivre dignement, qui est capable de parler de droit au bonheur, des vacances, des congés payés, qui peut parler justement de l'émancipation humaine finalement. Et c'est ça l'idéal communiste. Marx résumait en quelques mots lorsqu'on lui demandait ce que c'était que le communisme. Le communisme, c'est le libre développement des individus. Voilà, moi, c'est ça mon idéal. Mais Léon Desfontaines, je ne voudrais pas vous opposer, et d'ailleurs, je ne vois pas quelle serait ma légitimité, une contradiction historique. Les horreurs communistes n'étaient-elles pas dans Marx et dans Lénine? Est-ce qu'au fond, vous dites que le nazisme a eu son Nuremberg, il a été largement condamné? Est-ce que le communisme, dans ses horreurs, l'a été? Et c'est peut-être pour ça que, à intervalles réguliers, reviennent ces
interrogations qui vous choquent? Oui, je pense que ça l'a été. Enfin, la preuve en est, c'est qu'on nous le ressort systématiquement. Et pour le coup, moi, je n'ai pas à répondre. Je suis au Parti communiste français, au mouvement jeune communiste de France. Je n'ai pas à répondre des atrocités qui ont été commises par quelconque dictateur il y a plusieurs décennies, ni à mettre en concurrence tel ou tel dictateur. Maintenant, je pense que, par contre, on se trompe lorsqu'on dit que c'était intrinsèque à l'idéologie communiste telle qu'elle a été théorisée à son origine. Bien au contraire. En fait, c'est simple, c'est ce que je vous disais, la phrase de Marx en disant le communisme, c'est le libre développement des individus. Bon, le libre développement des individus ne peut pas s'épanouir dans quelconque dictature. Voilà, et je pense qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Et donc, le communisme que nous défendons, c'est celui-là. Et c'est notre ligne de mire. Est-ce qu'au niveau des vœux et des souhaits, tous les systèmes politiques ne se ressemblent-ils pas? Non, je ne pense pas. Je pense que il y a les systèmes politiques et puis il y a le cours de l'histoire aussi, qui est important à analyser. Finalement, la société capitaliste telle que nous la connaissons est sur un petit bout de l'histoire. Arrivé au 19e siècle, au 18e, 19e siècle, qui a commencé à arriver. Avant, on avait le féodalisme, on a eu l'esclavagisme, on a eu tout un tas de systèmes et de régimes différents. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que le communisme n'est pas juste n'est pas qu'un projet de société, c'est la suite logique de l'histoire, c'est la société qui arrivera après le capitalisme, tout simplement parce que les hommes aspirent, les hommes et les femmes, les hommes avec un grand H, aspirent au progrès technique, et on a tout à fait conscience qu'aujourd'hui le système capitaliste nous conduit droit dans le mur. On l'a vu avec la crise sanitaire, on le voit avec les différentes crises économiques, on le voit avec les multiples crises environnementales que nous sommes en train de connaître. Le capitalisme nous mène droit dans le mur et est incapable d'aujourd'hui de produire la prouesse technologique, les prouesses technologiques nous permettant de répondre à tous ces défis qui nous font face. Et j'en ai oublié quelques-uns dans les défis. Tous les défis qui nous font face. Et finalement, en fait, la seule société qui nous le permettra, c'est une société, justement, qui permettra le libre développement des individus, dans le sens où chaque individu justement pourra se former, pouvoir participer à l'effort ensuite de la nation pour répondre à ces défis-là. Et aujourd'hui, on a des contradictions dans ce système capitaliste qui ne permet pas de répondre à ces défis-là. Quand je vois que la crise sanitaire qu'on a vécue, on a aujourd'hui un manque criant de médecins, d'infirmiers, etc. dans l'hôpital public. Mais on a combien aujourd'hui de jeunes qui n'ont pas été sélectionnés à l'entrée de l'université, à l'entrée de l'université de médecine? On a combien de jeunes aujourd'hui de potentiels futurs ingénieurs, de futurs enseignants, de futurs soudeurs? On en manque tellement dans notre pays, qui sont aujourd'hui soit sans emploi, sans formation. Aujourd'hui, notre système capitaliste est en train de nous conduire droit dans le mur parce qu'ils sont incapables de répondre à ces contradictions. Et la société d'après, ce sera le communisme. Vous croyez donc, Léon Desfontaines, et pas l'ombre d'une dérision dans ma question, à cet avenir radieux que serait la société sans classe? Oui, je le crois, sinon je ne serais pas engagé politiquement. Je suis persuadé que, alors ça dépend de ce qu'on entend une société sans classe, mais en tout cas je suis persuadé que oui, notre horizon, en fait on a deux options possibles pour moi, c'est soit on continue dans la voiture dans laquelle on est et on se retrouve à rentrer dans un mur, soit on bifurque, on change de société, et on est capable justement de remettre en cause aujourd'hui ce système qui est basé sur la recherche de profit à tout prix, la recherche de la maximisation du taux de profit, de la rentabilité, au détriment de l'épanouissement humain, au détriment de la planète, au détriment du progrès technique dans son ensemble. Et donc, oui, je pense que c'est ça qu'il faut remettre en question. Et en fait, on remettra en question cette logique de rentabilité que, justement, en permettant l'abolition des classes sociales et de cette logique héritière qui existe dans notre pays, qui vise à ce que ceux qui, justement, aujourd'hui sont les réels assistés de notre pays, qui ne travaillent pas, qui vivent que du fruit du travail des autres, de leurs dividendes et de leur patrimoine, en fait, puissent travailler, comme tout le monde, à l'effort de la nation. Je suis frappé de voir à quel point, parfois, de mon point de vue, la gauche et l'extrême gauche diffusent un étrange sentiment, comme s'ils détestaient une partie de la population française qui ne serait composée que d'oisifs ou de capitalistes. Est-ce que ça n'est pas un petit peu scandaleux que la diffusion de cette haine sociale? Je peux n'être pas d'accord avec vous, Léon Desfontaines, mais il ne me viendrait jamais à l'idée de demander l'exclusion de la société française,
à titre symbolique, entendons-nous, de votre personnalité. Je suis frappé par cette volonté, au fond, très éradicatrice de la gauche et de l'extrême gauche. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'elle existe ? Je pense que peut-être qu'elle existe, mais elle n'existe pas chez nous. Je pense qu'il y a une incompréhension sur le projet qu'on peut porter. Moi, j'ai pas de haine envers les riches. J'ai pas de haine envers même Bernard Arnault, parce que je sais pas ce qu'on entend par riche. Voilà, pour la petite anecdote juste sur les riches, on m'a demandé à la campagne présidentielle à quel moment on était riche. Moi qui gagnais pas grand-chose, je dis on est riche à 3 000 € par mois. Pour moi, on vit plutôt pas mal, mais voilà. Mais j'ai pas de haine envers les gens qui vivent 3 000 € par mois. C'est juste que je me disais, si moi j'ai 2 500, 3 000 € par mois, je pense que je vivrais bien. Mais j'ai pas de haine envers. Déjà, je pense que du coup, le terme riche, en fait, en réalité, personne ne met la même chose derrière. Donc, je pense que ça doit sortir de notre vocab. Maintenant, moi, j'ai pas de haine envers ce qu'on appelle du coup, ce que certains appellent les ultra riches, ce qu'on peut appeler le capital, à savoir envers Bernard Arnault. Moi, ce que je veux juste, c'est dire que il doit participer à l'effort de la nation. Et aujourd'hui, le capital est capable de dicter les politiques qui doivent être mises en œuvre aujourd'hui dans notre pays et dans le monde, qui dictent la ligne dans laquelle qui dicte qui indique dans quel sens, en tout cas, doit être dirigé le monde. Moi, c'est ça que je remets en cause. Ce que je remets en cause, c'est la question de pouvoir. Pour moi, ce n'est pas à eux de dicter le sens dans lequel doit aller le monde, c'est aux travailleurs, à ceux qui produisent les richesses. Et ce que je souhaite, c'est que Bernard Arnault, ses enfants, etc., puissent travailler comme tout un chacun, justement, à la production de richesses. Je veux pas les exclure de la société, je veux pas les mettre en prison, etc. Je veux juste dire que ils doivent participer à produire les richesses comme tous les autres. Aujourd'hui, eux, ce qu'ils en font, c'est qu'ils bénéficient de l'usufruit du travail de l'ensemble de l'écrasante majorité de la population, et ça, c'est profondément injuste. Vous pensez vraiment, Léon Desfontaines, que Bernard Arnault, symbole, ne produit pas de richesse ? Non, je pense que, en tout cas, l'argent qu'il touche aujourd'hui, la valeur de son patrimoine, de ses yachts, de ses jets privés, de ses différentes demeures un peu partout à travers le monde, ne sont pas le fruit de son travail et des richesses qu'il a produites lui. Personne dans une vie, en réalité, produit suffisamment de richesses pour se payer et avoir ce rythme de vie. Donc aujourd'hui, c'est de l'argent qu'il a volé tout simplement à celles et ceux qui ont produit réellement ces richesses. Et donc je pense qu'il y a une profonde injustice là-dedans. Maintenant, il produit probablement un peu de richesse, je ne le nie pas, mais je pense que ce n'est pas du tout au niveau de ce qu'il a lui dans la valeur de son patrimoine, bien loin de là, très loin de là. Vous ne trouvez pas, et Dieu sait que vous êtes intelligent dans vos réponses, que ce que vous m'offrez là, quand on aborde véritablement la question politique profonde, si j'ose dire, c'est très simpliste tout de même comme vision de la société, où vous pensez que vous offrez à ceux qui vous soutiennent une vision suffisamment complexe de la vie pour les attirer. Je pense que l'important, c'est de donner un cap, de fixer un horizon, et qu'on soit tous, tout à chacun, très clair sur l'horizon qu'on souhaite fixer. Et je pense que quand on fait de la politique, c'est l'enjeu. On fait pas de la politique pour avoir telle ou telle place. On fait de la politique pour dire, voilà, si tu t'engages avec nous, l'horizon qu'on souhaite, ce sur quoi on souhaite aller, notre horizon, c'est celui-ci. Et notre horizon, oui, nous, c'est de remettre en cause ce système qui aujourd'hui permet, qui recherche justement le profit à tout prix et qui est prêt à remettre en cause l'existence même de la vie sur Terre, juste pour lui permettre de maximiser son taux de profit et sa logique de capital. C'est ce logique-là qui permettent en fait à ce que les entreprises Saint-Frères ont été délocalisées à l'autre bout de la planète, que Bridgestone est parti en Hongrie, que Verallia est parti dans l'est de l'Europe également délocalisé, dans un seul et même objectif de rentabilité. Et ça se fait au détriment des travailleurs qui étaient sur place, ça se fait au détriment du savoir-faire qui a été perdu, ça se fait au détriment de l'environnement, parce qu'on est obligé maintenant de faire des trafics internationaux qui sont la résultante aujourd'hui du réchauffement climatique dans lequel nous vivons. Donc nous voilà le cap que nous voulons mettre en œuvre, c'est remettre en cause cette logique-là, ce système-là. Et maintenant la manière de faire, là c'est un peu plus complexe, mais là on n'aura pas assez d'une heure. Le Parti communiste
se sent mal à l'aise, me semble-t-il, au sein de la NUPES, et en même temps est un opposant déterminé et résolu à la politique d'Emmanuel Macron. Ces deux données que j'évoque sont-elles exactes ? Oui, je sais pas si c'est mal à l'aise est le bon terme. En tout cas, on a conscience des limites peut-être de cette nouvelle union populaire écologique et sociale, et on a tendance à être montré du doigt parce qu'on ose dire qu'il y a des limites dans cet accord-là. La NUPES a permis de faire perdre à Emmanuel Macron sa majorité à l'Assemblée nationale, de permettre d'élire un certain nombre de députés de gauche, pour permettre d'accroître notre rapport de force à l'Assemblée nationale. Très bien. Mais ça ne nous a pas permis pour autant de gagner. Aujourd'hui, la gauche n'est pas majoritaire dans notre pays. Et d'ailleurs, si on en suit les sondages un an après l'élection présidentielle, les sondages n'ont pas évolué sur cette NUPES. On stagne toujours à peu près à 25%. Bon, 25%, ça ne nous fait pas une majorité dans notre pays, c'est 50% plus une voix. Et donc, il faut qu'on soit en capacité déjà d'analyser ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce constat, le constat que je viens de vous faire, se dire comment on est capable de casser ce plafond de verre pour permettre à la gauche d'être majoritaire dans notre pays. Parce que nous, notre objectif, c'est d'être majoritaire. C'est pas d'être majoritaire à gauche, c'est d'être majoritaire dans ce pays et de prendre les rênes de ce pays pour changer le cap, changer de cap et changer de société. Et pour ça, en fait, on se rend compte que finalement, la NUPES aujourd'hui ne s'adresse, je pense, pas à l'ensemble de la population. Elle a même un effet rebutoire chez un certain nombre de personnes, y compris de personnes qui aujourd'hui, qui avant voté à gauche et qui aujourd'hui se perdent dans l'abstention, voire dans un vote d'extrême droite. Et donc nous, notre ambition au Parti communiste français et avec Fabien Roussel, ce n'est pas d'être majoritaire à gauche, ce n'est pas d'avoir le leadership à gauche, c'est d'aller ajouter des voix à gauche, c'est d'aller chercher et convaincre celles et ceux qui aujourd'hui ne se sentent pas représentés par la gauche, qui ne se sentent pas représentés par la NUPES, d'aller revenir justement voter pour un candidat à gauche. Et donc d'aller chercher les abstentionnistes et les votes d'extrême droite. C'est des gens aujourd'hui qui se trompent de vote et il faut qu'on soit en capacité d'aller leur parler. Et oui, aujourd'hui, dans la NUPES, qui est en gros, si on devait faire très caricatural, dans la tête des gens, c'est NUPES égale France Insoumise égale Jean-Luc Mélenchon, eh bien oui, aujourd'hui c'est clivant. Et pour le coup, je ne peux que le comprendre. Je ne peux que le comprendre. Quand on dit qu'on a ces propos outranciers sur la police, lorsqu'on n'est pas capable de défendre le travail, qu'on n'est pas capable de défendre la souveraineté économique, alimentaire de la France, lorsqu'on fait de l'agribashing, etc., on n'est pas capable de parler à l'ensemble de la population. Et en plus, dans la manière de faire, je pense que ça ne fonctionne pas. Et donc, il ne s'agit pas de dire, on fait fi de tout ça. Il s'agit de dire, comment on va aller casser ce plafond de verre. Et je suis persuadé qu'avec la candidature de Fabien Roussel, on est capable de retrouver une gauche authentique, populaire, qui s'adresse à l'ensemble de la population, et justement qui sera capable d'être majoritaire demain. En tout cas, c'est ce pourquoi moi je m'engage politiquement, et c'est comme ça qu'on arrivera à mettre un terme justement à ces années, et la boucle sera bouclée par rapport à votre question, à mettre ces années de souffrance et à tourner la page Emmanuel Macron. Léon Desfontaines, vous allez me quitter dans quelques minutes. Quelle est la vie d'un secrétaire général des jeunes communistes? Votre quotidien, il est fait de quoi? Le quotidien est fait avant tout de rencontres, je dirais, et de découvertes. Moi, ce que j'adore, c'est que, en fait, en tant que secrétaire général d'un mouvement national, c'est qu'on est amené à faire le tour de la France. J'ai fait plusieurs fois le tour de toute la France. J'ai vu la beauté de notre pays, la richesse de notre pays, que ça soit la richesse dans ses sols, dans ses villes, et surtout, qui est pour moi la première des richesses, celle de ses habitants, de ses travailleurs, de ces jeunes aujourd'hui, ces forces vives de notre pays. Et je dirais que le quotidien d'un secrétaire général est avant tout fait de toutes ces rencontres-là. Et moi, ça m'a épanoui, ça m'a permis justement de découvrir des choses que je n'aurais jamais découvertes autrement. Donc c'est ça en premier lieu, et ensuite c'est voilà, les découvertes, les rencontres. Je dirais que c'est quand même un bon bout de ce qui se passe. Il y a des fois un peu de fatigue, des fois un peu d'incompréhension sur certaines choses et tout, mais je pense que c'est ça aussi qui fait la richesse de notre mouvement, c'est qu'on a beaucoup de contradictions et qu'on nous pousse dans nos retranchements, et des fois qui nous font même remettre en cause beaucoup de choses, mais c'est ça qui est beau, c'est aussi de la remise en cause de ces idées, de la manière de faire, etc. Et c'est une perpétuelle remise en question finalement de la manière dont on s'organise pour toujours être le plus performant, d'être toujours le plus en phase avec la société, et donc c'est aussi un lieu de formation, je dirais. Voilà. Léon Desfontaines, si je vous souhaite à vous, Léon Desfontaines, à l'être que je viens de rencontrer, singulier, particulier,
le plus de bonheur possible à vous, dans votre conception de la vie, vous ne m'en voudrez pas ? En aucun cas, au contraire, je vous remercierai. D'accord. Je vous remercie beaucoup d'être venu et d'avoir donné l'image de ce qu'est un secrétaire général de la jeunesse communiste d'aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Fréquence protestante, la radio qui vous écoute.